votre présence et merci à nos intervenants qui vont donc animer ce premier workshop Sirena Startup à destination donc bonjour Luc, à destination des startups accompagnées par les technopoles de la Nouvelle-Aquitaine. Donc une petite introduction par Marc. Ouais, écoutez, ravi de voir beaucoup de monde connecté. Et puis j'espère que l'objectif de notre programme, c'est de donner de l'information, à la fois de l'information sur des zones internationales, où vous pourrez vous développer à l'international. Et le deuxième volet de notre action, c'est de vous permettre d'avoir des outils qui vont vous servir. Et l'un des outils forts en région de Nouvelle-Aquitaine, c'est le programme régional qui a été mis au point par la région avec les équipes de Team France Export, où chaque année, il y a un programme intéressant pour se développer à l'international qui nous est proposé et soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine, que l'on remercie encore pour leur soutien. Et merci également aux services de la coopération qui sont présents aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des personnes qu'on a l'habitude de voir dans les différentes manifestations, mais on a pensé que c'était intéressant de vous faire intervenir aujourd'hui pour nous montrer aussi quels sont les accords de coopération qui existent aujourd'hui entre la région et les autres pays, et de voir comment on peut peut-être s'y insérer pour développer vos entreprises. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on est toujours ouvert à toutes vos questions par le chat, si possible. Et pour ceux qui n'interviennent pas, je vous demanderai de bien couper les micros. Merci Marc, on va tous couper nos micros. Je fais peut-être une petite introduction sur le programme. Donc, comme le disait Marc, on démarre avec les actions de la Nouvelle-Aquitaine à l'international. Donc, Philippe, Magali, Arnaud et Morgane de Team France Export vont nous présenter donc, quels sont les grands événements soutenus par notre région au niveau de l'international. Et puis, donc, des réflexions sur le financement. Donc, on a la chance de pouvoir être énormément aidés. Donc, pour nos startups accompagnées, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, on laissera la parole à Thomas donc, à 10h10 sur les accords de coopération. Et à 10h30, donc, la startup Beno Africa nous rejoindra pour témoigner justement donc, quels sont les bénéfices de ces accords de coopération, comment ça a pu aider cette start-up à se développer en Afrique. Donc, merci à tous et je laisse la parole donc, à la région Nouvelle-Aquitaine ainsi qu'à Team France Export pour nous présenter donc, la première partie. Merci, c'est parti. Bon, c'est à moi, je crois. L'export est un fruit qui se coupe en deux. D'un côté, vous avez la boussole et de l'autre côté, vous avez le carburant. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pedro Novo, le directeur export de BPI France, il y a quelques semaines à Bercy France Export. Vous comprendrez pourquoi à la fin de cette intervention. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Philippe Racineux, je suis chargé de mission au service international et attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous parler de la politique régionale export, pourquoi on met ça en place, notamment au travers du programme régional export 2021. Pour rappel, le PRE, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, Programmation Régionale Export. PRE, c'est 104 salons sur 50 pays, couvrant à peu près une vingtaine de filières. Alors tout d'abord, une bonne nouvelle. Malgré une récession historique de près de 9% pour la France et un recul des échanges mondiaux de près de 10% en 2020, le commerce extérieur français s'est amélioré avec une croissance de près de 22% depuis novembre dernier, même si, selon les prévisions de Bercy, il faudra attendre 2022 quand même pour retrouver la situation d'avant-crise. La réponse de la région Nouvelle-Aquitaine face à cette crise sanitaire, ça a été depuis juillet 2019 un plan de relance tous azimuts, allié à un plan de reconquête technologique très fort. Pour l'export, on a mis en place le plan de relance Covid-19 avec deux grands axes. On y reviendra peut-être dans le fil des questions si vous le souhaitez, même si ce n'est pas véritablement l'objet de ce matin. Mais d'un côté, un axe sur la priorisation des marchés, aider les entreprises à se repositionner sur de nouveaux marchés. Et
Deuxième axe, la prospection à distance pour aider les entreprises à prospecter, à aller chercher de nouveaux clients à distance grâce au réseau de Team France Export. Mais c'est aussi régionalement le maintien de la programmation régionale export en 2021 avec un financement régional maintenu de 50% pour accompagner les entreprises. En effet, en 2020, on a eu quasiment entre 90 et 95% des salons qui se sont annulés. On en avait 120. Et on a eu seulement 65 entreprises qui ont participé à une quinzaine de salons. Alors, vous allez me dire, au vu de la situation sanitaire, c'est déjà un petit miracle. Je le concède bien volontiers. Mais on a eu raison de maintenir en 2020. On a eu raison de maintenir et de vous présenter aujourd'hui en 2021 le PRE parce qu'aujourd'hui, on est au fin février. On a déjà quasiment 60% de l'enveloppe qui est préconsommée par les demandes des entreprises. Donc, les entreprises ont compris que les salons, que ce soit en présentiel ou en digital, sont des sources de croissance face à un marché français plutôt atone. Et enfin, en 2021, vous avez une opportunité absolument exceptionnelle, finalement, quelque part dans cette crise, c'est que la région continue à financer à 50% ces salons et également se cumule ou s'articule la politique de l'État avec une enveloppe de 250 millions d'euros qui a été mise en place pour aider les entreprises à l'export à travers une politique de chèque relance export. Donc, la politique régionale et la politique étatique s'articulent pour vous aider à aller vous relancer à l'export et à aller retrouver des nouveaux clients ou garder les anciens. Alors, pourquoi la boussole et pourquoi le carburant? La boussole, ce qui nous importe, c'est de faire comprendre aux entreprises de manière générale que le PRE n'est pas uniquement un produit sur étagère et que nous pensons que les entreprises doivent être encouragées à utiliser d'une part les outils de la relance export, d'autre part les outils régionaux dont on va vous parler aujourd'hui, avec une projection de 3 à 4 ans, moyen, long terme, et qu'elles puissent de manière générale passer d'une logique ponctuelle, voire opportuniste, à une logique d'internationalisation structurée. Donc le PRE, c'est le premier carburant, quelque part, à mettre dans votre croissance export. Enfin, je souhaitais dire que la programmation régionale export n'est pas ce qu'on va vous présenter, enfin une loupe spécifiquement dédiée aux startups n'est pas le fruit du hasard. On se concerte chaque année avec l'ensemble des pôles, des clusters, mais également bien évidemment avec le réseau Sirena Startup pour faire des remontées de terrain et comprendre quels sont les besoins des entreprises en termes de salons. Mais également, on s'appuie sur l'ensemble des conseillers internationaux de la Team France Export qui sont aussi sur le terrain et qui ramènent un certain nombre d'informations. Donc, ensuite, la région et l'ensemble des partenaires export, de l'écosystème export, on travaille ensemble pour aboutir à cette programmation pour être, même si ce n'est pas parfait, être au plus près des besoins des entreprises. Et enfin, je pense qu'on est véritablement, je pense que c'est important de le dire aussi, on est sans doute la seule région à aller aussi loin dans l'accompagnement des entreprises sur les salons internationaux, avec un dispositif associé à ce financement, à cette programmation, un dispositif d'accompagnement qu'on appelle 1, 2, 3 Export, dont va vous parler tout de suite Arnaud et Morgane un peu plus dans le détail. Et enfin, je dirais le dernier carburant pour vous, start-up, c'est le programme Sirena Startup. C'est le deuxième blockbuster, deuxième carburant que la région met en place pour les startups et dont va vous parler ma collègue Magali Roux. Il nous semblait important de replacer cette intervention dans ce contexte-là aussi. Voilà Magali, à toi. C'est à moi, on m'entend? Tout va bien. Donc Magali Roux, je travaille dans le même service que Philippe à la région. Et alors, sans rentrer dans les détails du programme Sirena Startup, que certains ont peut-être découvert à l'occasion du kick-off qui a eu lieu le 20 janvier dernier. Je voulais juste un peu vous aider à y voir clair par rapport aux différents dispositifs et aux différents noms de ces dispositifs qu'on vous présente. En fait, à l'occasion du programme, de la présentation du programme global Sirena Startup qui vous est destiné, donc, on vous avait présenté parmi les différents outils le PRE, donc ce programme régional export salon, qui est une brique de ce programme global Sirena Startup qui a pour vocation de vous accompagner sur l'ensemble
de votre parcours international. En fait, Philippe a mentionné 2 carburants, il y en a même 3 si on se réfère aux grands axes de l'accompagnement régional. C'est l'accompagnement individuel, Morgane en dira peut-être quelques mots, le soutien collectif, donc c'est tout ce qui est PRE qu'on va vous présenter aujourd'hui, et puis le soutien filière qui en fait rassemble le collectif et l'individuel, s'appuie sur ces dispositifs régionaux pour accompagner avec un axe filière donc, qui est spécifique au profil de l'entreprise. Donc, il y a un dispositif Sirena Startup qui vous est destiné à vos startups et il y a d'autres programmes Sirena qui vont être axés plutôt filières. Pour le coup, la startup, ça peut être différentes filières. Vous avez par exemple le programme Alpha RLH sur laser photonique, le programme Fibois sur le bois, il y a même des Sirena métiers d'art. Donc, ce n'est pas spécifique, cet accompagnement régional, il n'est pas spécifique à la tech, il se déploie sur l'ensemble des entreprises. Et les opérations qu'on va vous présenter aujourd'hui, on les a choisies par rapport à votre profil startup, mais dans le PRE, vous verrez qu'il y a tout type d'opérations sur toutes les filières régionales. Ce qui est important au-delà des noms des dispositifs, c'est en fait l'ensemble du parcours et ses briques d'accompagnement. Après, c'est une question de point de vue. Si on se place d'un côté ou de l'autre, le PRE, c'est une brique du programme Sirena. Le Sirena, finalement, c'est un tout de l'accompagnement régional à l'internationalisation qui va de la sensibilisation jusqu'au développement commercial, voire à l'implantation sur un marché. Et qui va aussi du collectif à l'individuel ou de l'individuel au collectif selon le degré de maturité de l'entreprise. Parfois, souvent on commence par le collectif et ensuite on s'affine, on va vers l'individuel. Donc, ce qui compte, surtout, au-delà de tous ces noms, de tous ces dispositifs, c'est vraiment l'esprit, la philosophie du dispositif et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, vous présenter aujourd'hui, en plus des opérations qu'on a ciblées pour vous. C'est-à-dire l'importance de la préparation, de la stratégie et du suivi. Et donc, je passe la parole à Morgane, sans doute, pour aller un peu plus en avant sur le 1, 2, 3 export. C'est ça. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Morgane. Effectivement, je suis conseillère internationale auprès des entreprises. Donc, je suis en Gironde en particulier. Effectivement, comme le disaient Magali et Philippe, donc, le dispositif 1, 2, 3 export, c'est un accompagnement qui est spécifique en Nouvelle-Aquitaine et qui justement vous permet en tant qu'entreprise à la fois d'accéder à des événements de façon privilégiée, d'avoir un cofinancement sur ces événements qui ont été sélectionnés pour vous, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement sur la phase de préparation et de suivi. Et effectivement, on se rend compte et on sait qu'une grande partie de la réussite et du succès d'une participation, notamment à un salon, ça se joue sur la préparation et sur le suivi. C'est à quel point on va bien choisir son événement, on va bien préparer sa capacité à présenter son offre de façon pertinente, à quel point on va préparer les cibles qu'on va pouvoir identifier sur le salon, à quel point on va préparer son suivi, sa capacité à être réactif, etc., qui va vraiment conditionner, encore une fois, la réussite de cet événement. Donc, c'est pour ça que le dispositif 1, 2, 3 existe et que vous avez cette partie préparation et la participation au salon et la partie suivi. Je veux bien que tu passes à la prochaine, comme ça je vais montrer. Voilà. Donc la phase de préparation. Alors bien entendu, vous avez d'une part l'accompagnement de votre conseiller pour vous permettre d'identifier l'événement qui correspond le mieux à votre stratégie, tout d'abord. Mais la deuxième chose, c'est que vous avez accès à des ateliers de préparation qui peuvent vous permettre justement de vous structurer et de préparer et d'être encore plus efficace dans votre participation à cet événement. Donc, on vous propose tous les ans une sélection justement d'ateliers avec plusieurs thématiques. C'est des ateliers d'une demi-journée, de 3 heures, avec des petits groupes. On sélectionne des experts de ces thématiques et vous avez le choix justement au sein de ces ateliers d'identifier ce qui est le plus pertinent pour votre entreprise et pour l'événement que vous avez sélectionné. Donc, vous voyez qu'on a donc là, c'est des thématiques à la fois vous pouvoir vous préparer au pitch, améliorer vos ventes, travailler sur tout l'aspect communication et aussi, c'est assez spécifique depuis cette année en particulier, des thématiques de structuration de votre réseau de partenaires, l'aspect juridique, donc travailler avec des partenaires, travailler avec des distributeurs et comme le disait Magali, vraiment ces ateliers, c'est aussi dans une optique de vous faire participer à des événements et du coup d'inscrire votre développement export sur le long terme et d'avoir des outils pour pouvoir ensuite être de façon pérenne sur les marchés qui vous intéressent.
Morgane, je me permets juste d'ajouter, c'est tout à fait exact. Effectivement, on a développé encore plus cette année le 1 du 1, 2, 3 Export, donc tous les ateliers. L'intérêt, c'est surtout, et vous le verrez, enfin, certains d'entre vous ont peut-être déjà participé, mais on fait vraiment intervenir des experts dans leur domaine, qu'on fait venir de Paris, de Marseille, enfin de toute la France, pour vraiment vous apporter une expertise et qu'au bout de ces 3 heures, vous en retiriez quelque chose et quelque chose d'utilisable et de concret pour vous. Ce qu'il faut juste comprendre dans ce 1, 2, 3 export, c'est qu'en fait, OK, il y a 3 phases, mais en fait, c'est un seul et même produit. Et les entreprises, voilà, suivent ce parcours de façon naturelle. Alors, il y a un petit supplément d'âme cette année. Pour l'instant, il y avait pas mal d'entreprises qui nous demandaient comment est-ce que je peux, quelque part, avoir accès à des formations qui m'intéressent, qui sont effectivement spécifiques par rapport à mon besoin de pitch ou autre. Si je n'ai pas de salon, parce qu'on savait que les salons, c'était quelque chose d'assez volatile, on ne savait pas s'ils auraient lieu ou pas. Et donc, du coup, avec l'appui de la région, on a décidé, en plus de ces salons intégrés, de ces formations intégrées dans le 1, 2, 3, de pouvoir vous proposer juste des thématiques. Donc, ça, c'est tout nouveau, ça a 1 semaine. Mais maintenant, si vous êtes intéressé par un des sujets, vous avez la possibilité de vous y inscrire. Alors, il y a un coût qui est largement pris en charge, enfin, un coût qui est assez, enfin, vu que c'est une intervention expert et que c'est en petit groupe de 4-5 qui est assez élevé. Mais grâce à une intervention de la région, on est sur un reste à charge de 90 € pour les 3 heures d'atelier. Donc ça, aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès de façon déconnectée d'un événement. Oui, c'est-à-dire que par exemple, vous avez identifié un événement, vous faites un atelier de préparation qui vous intéresse, mais effectivement, dans la liste, il y en avait un autre qui vous intéressait et qui vous semble très pertinent. Eh bien, vous pouvez du coup aussi pouvoir vous inscrire à un autre effectivement, en vous inscrivant de façon séparée. C'est ça qui est intéressant. Arnaud, Marc-Augustin posait une question dans le chat. C'est est-ce que tous les ateliers sont systématiquement proposés dans la phase 1 à chaque participation? C'est-à-dire qu'on a un calendrier, nous, annuel, c'est ça, d'événements. Et donc, je ne sais pas si votre atelier, il y a des ateliers qui, par exemple, sont en janvier. Oui, si vous vous inscrivez pour un événement en mars, vous n'aurez peut-être pas celui de janvier, mais il y en a quand même un panel assez large toute l'année. Il y a quand même beaucoup de choix. En fait, on a vraiment voulu travailler ces ateliers pour qu'ils soient souples pour les entreprises, que ne deviennent pas une contrainte, mais vraiment une valeur ajoutée pour vous. Et donc, effectivement, c'est clair que des fois, on est un peu trop court auprès de l'événement et du coup, pour ne pas s'entrechoquer, vous pouvez même faire l'atelier de formation. Même si, encore une fois, c'est optimal de le faire avant, mais à la suite, parce qu'on sait que ce n'est pas le seul salon que vous allez faire dans l'année et que si ça ne servira pas pour le prochain, ça ira peut-être pour le suivant. Et puis un pitch, si on prend cet exemple-là, un pitch, c'est tout le temps nécessaire par rapport à un salon, mais aussi au moment de lever des fonds et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça peut être effectivement le dirigeant de l'entreprise qui le fait ou un salarié qui veut être formé. Enfin, voilà, on s'adapte à vous. Et l'idée, c'est notre philosophie, c'est que ce soit utile et donc pertinent pour vous, quoi. Oui. Je réponds à une pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, pardon. Pour répondre à la question de Thierry Hulmet, oui. Effectivement, sur les ateliers de préparation, est-ce qu'ils sont récurrents, pardon, est-ce qu'ils sont spécifiques à tel ou tel salon? Sur la récurrence, je crois que oui, ils sont… là, je parle un peu sous le contrôle de l'agenda qui a été fait, mais ils ne sont pas spécifiques à tel ou tel salon. C'est bien une démarche, c'est bien ce que je disais tout à l'heure sur la notion de boussole, c'est-à-dire de structurer une démarche, aussi bien individuelle, ça c'est le parcours de l'export, Morgane en parlera bien mieux que moi, mais également sur la notion de comment aborder un salon et comment rentabiliser un salon au maximum, c'est une démarche. Alors, je ne sais pas si on a abordé tous les différents… la notion du pitch, etc., avec une version, Thierry, cette année 2021 très centrée sur le digital. Comment finalement mieux se présenter en digital et pas faire les erreurs que je fais peut-être là en ce moment, j'en sais rien, je ne suis pas un pro du digital, mais comment finalement utiliser le contexte actuel à bon escient et l'utiliser pour encore mieux performer sur les salons, parce que c'est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas évident. Donc, je ne sais pas si on avait abordé l'ensemble, Arnaud, Ouais. L'idée, c'est bien ça. C'est qu'en fait, participer à un événement, ça vous ouvre un crédit sur une des thématiques et c'est vous, en fonction de vos besoins, de ce dont vous avez vraiment l'utilité, qui vont dire je vais m'inscrire à cette formation ou à celle-ci, quoi. Et derrière, nous, on vous indiquera quelle est la date qui est le plus liée, quoi. C'est ça. Qui est disponible. Il y a encore une question ou c'est bon, on avance?
Alors, c'est bon, effectivement, je complète. C'est vrai que cette année, il y a vraiment un programme qui a été d'atelier, qui a été orienté aussi pour vous permettre, comme on le disait, de tirer votre épingle du jeu, même sur des salons ou des événements qui sont en distanciel, et de pouvoir, même après, pour de la prospection, même que vous faites hors salon, encore une fois, en visio, ça se fait beaucoup aujourd'hui, d'avoir justement des conseils et de pouvoir vous préparer aussi à ça. Donc, il y a pas mal d'ateliers qui ont été orientés sur ces sujets pour vous permettre de préparer ça. Ok, donc ça, c'est avant le salon. On va passer rapidement aux différents salons qu'on vous a, alors de façon sommaire, et puis après on reviendra dans le détail, les différents salons qu'on vous a fléchés. Donc effectivement, les salons, pour les 10 opérations phares qu'on vous a prises, pour exemple, émanent du programme Régional Export, donc des 104 opérations qui sont sélectionnées annuellement, avec ce que disaient Philippe et Morgane, Magali, les pôles, les clusters, les remontées terrain. Enfin voilà, on a essayé de consolider en fonction des priorités régionales des secteurs d'activité principaux qu'on trouvait en Nouvelle-Aquitaine pour justement se dire, voilà, aujourd'hui, quelles sont les opérations qu'on veut mettre en œuvre, et ça dans toutes les filières. J'ai vu qu'il y avait des entreprises qui étaient dans l'agrotech, des entreprises qui étaient dans la santé. Alors ça, aujourd'hui, ce n'est pas forcément des événements que vous allez retrouver, mais effectivement, il y a des salons spécifiques à la santé, il y a des salons spécifiques à l'agrotech qui sont présents dans le programme régional d'export. De toute façon, à la fin, on vous enverra, enfin, si Sandrine veut bien vous envoyer ces slides, et on vous a mis les liens vers la programmation régionale d'export pour que vous puissiez voir ce qui vous correspond. Et donc, sur les 10 opérations, donc, ça, c'est vraiment des opérations qui ont plus un profil tech. Donc là, on a essayé de reprendre des actions assez transverses, tech généralistes, et puis après, deux, trois events qui sont vraiment spécifiques à des domaines d'activité comme la mobilité ou la ville intelligente. Et, on y reviendra juste après en détail, et je redonne la parole à Morgane. Oui, donc effectivement, vous disiez, vous avez Morgane, Pardon, vas-y. Une petite question, donc, pour les startups que j'accompagne donc, au sein de la Technopole Grand Poitiers et que je salue, je les ai vus dans les participants, est-ce qu'on a des salons spécifiques qu'on peut citer ce matin dans le monde médical, dans le monde de la robotique? Bonjour Aurélien. Donc robotique, médicale, environnement. Alors moi, Arnaud, peut-être tu pourras donner des exemples, tu en as peut-être plus en tête que moi. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, sur chaque un nouveau secteur phare, donc qui est plutôt des secteurs des clients en fait des startups. Effectivement, à chaque fois, il y a des événements qui sont sélectionnés. Donc là, effectivement, on a plutôt identifié des salons, comme le disait Arnaud, qui sont transverses sur la tech. Mais à chaque fois, pour les secteurs cibles, il y a aussi des événements sélectionnés. Je ne sais pas si tu as quelques exemples sur la santé ou sur la robotique. Sur la santé, on a des événements comme Arabelf, comme Medica, des événements comme ça. Sur l'environnement, on a Pollutech. Enfin, voilà, on a vraiment ces choses généralistes. Je crois que Philippe a mis dans le fil le lien vers le programme régional export. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous n'allez pas voir maintenant, on est en train de… Sinon, on va perdre tout le monde. Un peu défloré, on va perdre tout le monde. Non, tu as raison. Juste sur la santé, on a effectivement… on a mixé un peu la cosmétique avec du Cosmoprof, des biotech avec le fameux… alors, il n'est pas sur la programmation parce qu'on l'a intégré au dernier moment, mais le fameux Bio de Boston, je crois, ou de San Francisco, je ne sais jamais. Le Bio Spring de Barcelone. On a également le PCHI 2021 à Shenzhen en Chine. On a le French Healthcare Corner, le fameux JP Morgan aux États-Unis, Arabes, effectivement. On a de la cosmétique avec le Beauty Days, French Beauty Days au Japon. Voilà, on doit avoir une… j'ai envie de dire, la santé, c'est une programmation relativement bien achalandée cette année. Voilà, entre cosmétique, biotech, un peu de pharma et du DM, enfin des dispositifs médicaux. Voilà, on a essayé de faire plutôt large. Ok. Merci. Ça répond à la question. Ok, super. Alors, effectivement, donc, quand je vous disais, c'est qu'à nouveau, la réussite, ça se joue sur la préparation, sur le suivi. Donc, on vous a parlé de la préparation. Le suivi, c'est un suivi qui est vraiment personnalisé, qui est fait avec votre conseiller international, Team France Export. Et donc, l'objectif, c'est à nouveau de vous permettre de faire un suivi de cet événement
avec un conseil et encore une fois de façon personnalisée par rapport à votre besoin, par rapport à votre stade d'avancement dans votre développement export, de ce que vous connaissez déjà du marché, des attentes que vous aviez par rapport à cet événement. Et donc, on va venir analyser avec vous, voilà, par rapport aux attentes que vous aviez, qu'est-ce que vous avez rencontré comme choses positives, moins positives sur cet événement? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est un salon à reconduire l'année prochaine? Comment vous allez mettre aussi en place maintenant votre suivi des contacts? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'il y a déjà des gens que vous avez relancés? Est-ce que vous avez fait un calendrier de suivi? Donc, vraiment de s'assurer avec vous que c'est mis en place. Et puis, en règle générale, de travailler avec vous sur maintenant la stratégie que vous allez mettre en place, les suites à donner en termes de stratégie commerciale, à la fois sur la zone, quand c'est un marché ciblé zone, mais aussi sur une zone plus large quand vous avez reçu des contacts de plusieurs pays. Donc, vraiment de vous permettre après de travailler, de prioriser vos actions et, encore une fois, d'être efficace et de s'assurer que cet événement, vous avez un retour sur investissement par rapport à cet événement. Donc, ce suivi, encore une fois, c'est un rendez-vous avec votre conseiller. Et ensuite, au-delà de ce suivi, bien sûr, votre conseiller est là pour vous accompagner sur l'intégralité de votre développement international dans ce qu'on appelle le parcours de l'export dont parlait tout à l'heure Magali et Philippe. Le parcours de l'export, c'est l'accompagnement personnalisé de votre entreprise par votre conseiller. On a développé de nombreux outils pour pouvoir vous accompagner sur une phase de ce qu'on appelle de la préparation, de la structuration en tout cas de votre développement international. Donc, vous aider à identifier les marchés qui sont prioritaires, votre stratégie commerciale, faire votre business plan, vous former à l'international, être coaché sur des sujets de développement commercial et aussi aller prospecter à l'étranger, faire des études de marché, comprendre les marchés internationaux. Donc, vraiment tout ce dont vous allez avoir besoin pour voilà, avoir une stratégie, un développement commercial qui soit pérenne. Ça va vous être proposé dans le parcours de l'export. Et j'insiste, comme le disait Magali, sur le fait que c'est spécialisé, c'est personnalisé par rapport à votre stade d'avancement aussi dans le développement export. On ne va pas vous proposer les mêmes outils et les mêmes accompagnements selon si vous êtes débutant, plus confirmé. On va vraiment s'adapter à vos besoins. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez évidemment le parcours de l'export, on le met en place aussi dans le cadre du Sirena Startup, avec aussi des accompagnements qui sont proposés de façon aussi privilégiée dans le cadre du Sirena Startup pour vous permettre justement de vous structurer le plus vite possible et de ne pas faire d'erreurs et encore une fois d'aller à l'international de façon pérenne. Super. Pour moi, c'est très clair. Si vous avez des questions comme ça. Arnaud, tu veux présenter les événements maintenant, je crois. Je ne veux pas être on rentre dans le vif du sujet. On a fait une intro immense. Aussi pour les préparer. Pour les représenter. Ok, donc on va vous parler un peu des événements du coup qu'on vous a sélectionnés, donc issus de ce programme régional export. Alors il y en a certains où on fait le simple relais, donc derrière on travaille toujours en partenariat avec Business France. Il y en a certains pour lesquels on assure le relais et on favorise l'accès des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a d'autres pour lesquels on va vraiment nous mener une offre régionale, c'est-à-dire qu'on va regrouper les entreprises et vous former ensemble et créer un collectif. On a classé les événements en fait en fonction de la date à laquelle ils arrivaient en premier par rapport à aujourd'hui. Et donc le premier qui arrive donc dans la tech et qui est un événement d'envergure, c'est donc le Mobile World Congress, donc qui a lieu à Barcelone, donc en juin, qui va être en fait sur un format hybride, présentiel et puis avec une partie digitale. Pour la petite histoire, ça a d'ailleurs été le premier gros événement qui a été annulé suite au Covid. Donc, c'était ça qui nous a donné un peu la tendance et la tendance qui suivit les autres salons en s'annulant et en passant en digital. Donc, le mobile, c'est vraiment le rendez-vous sur tout ce qui est connecté, tout ce qui est mobile. On sait que cette année, c'est l'année de la 5G qui se déploie un peu partout. Et donc, toutes les technologies qui sont liées, qui en sont issues, se retrouveront donc à Barcelone. Et c'est en fait tout ce qui est mobile, tout ce qui est 5G, mais dans son côté diffusant aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va derrière se servir des connexions et de la 5G dans l'industrie du futur, dans l'IoT, dans la santé, dans la fintech. On sait aujourd'hui que tout passe par téléphone. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la 5G et l'utilisation du mobile dans son acception un peu la plus globale qui soit. C'est un salon en fait qui est vraiment hyper important. C'est le salon principal et chaque année, il va attirer plus de 100 000 visiteurs. C'est un salon qui est vraiment plutôt coûteux pour le coup.
bien qu'il ne soit pas très loin de chez nous en termes de distance géographique, en termes de coût, il est assez élevé parce que l'offre exposant donc, qui contient déjà l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine est quand même à 5 500 €. Alors bien sûr, là, je n'ai pas intégré le CRE, donc sur les différents montants que vous allez voir sur ce slide, mais aussi sur les slides suivants, vous pouvez retirer généralement 1 500 € qui correspond au montant du chèque Relance Export. Voilà. Donc ça, c'est pour le mobile. Donc de toute façon, on vous diffusera les slides et bien sûr, on est à disposition pour reparler des sujets, voir comment on peut se mobiliser, comment on peut vous accompagner sur ces événements. Sachant qu'aujourd'hui, sur le pavillon France, il reste très peu de place sur cet événement. Ils ont quasiment tous été vendus. Voilà. C'est peut-être, et Marc, je ne sais pas si tu veux en dire un mot aussi, mais il y avait un peu cette philosophie aussi de vous proposer peut-être d'y aller une première fois en visiteur pour ressentir le salon. Je pense que sur le mobile, c'est vraiment pertinent parce que c'est tellement grand et tellement cher qu'il y a un peu la nécessité de ne pas se tromper. Donc, ça peut être cohérent, surtout sur un salon proche, d'y aller une première fois en visiteur, comprendre un peu quel est le pouls du salon, quelle est l'idée, qu'est-ce que les autres exposants proposent, pour en fait peut-être l'année 2022 y participer physiquement et se préparer dès cette année pour mieux la comprendre, quoi. Ouais, je confirme tes propos, Arnaud. Pour nous, il nous paraît pertinent de bien comprendre quels sont, de bien appréhender ces salons, surtout des gros salons de ce type, avant d'y aller, pour bien savoir dans quel endroit vous allez mettre vos pieds et de bien se préparer pour la fois d'après. Juste une question complémentaire, peut-être qu'il y a des questions qui rejoignent celles que je vais poser. Arnaud, le montant de l'offre exposant, c'est le montant de l'offre déduction faite de la prise en charge par la région ou elle est avant prise en charge par la région? Alors, j'ai pas tout. Enfin, moi, j'entends un peu de loin, Marc, donc j'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit. Là, ça va mieux? Ouais. Est-ce que le montant qui est affiché, c'est le montant après déduction de la subvention région ou est-ce que c'est le montant avant déduction de la subvention? C'est le montant après, une fois que la subvention régionale a été déduite. D'accord. Donc, c'est un salon en fait qui coûte super cher. C'est dans les 8-10 000 balles, 10 000 € le stand. Et donc, du coup, voilà. Après, c'est le salon le plus cher, hein. Tous les aides sont beaucoup moins élevés, mais le mobile, il est connu comme étant un des salons chers. C'est avant subvention, mais c'est après subvention, mais avant chèque relance export. Avant chèque relance export. Donc, parce qu'en fait, c'est le tarif facturé à l'entreprise. Étant donné que la subvention région est directement déduite, l'entreprise n'a pas à aller la demander, elle est directement déduite quand elle passe par Team France Export, par la CCI, alors que le chèque relance export, il faut faire la démarche d'aller le demander. L'entreprise doit faire la démarche. Voilà. Alors, j'ai deux questions. Donc, pour répondre à Laurent, oui, effectivement, c'est physique ou digital, ça sera les deux. Parce qu'effectivement, le mobile, on sait que tout ce qui est téléphonie, industrie, il y a un fort corpus chinois derrière. Donc, ils ne savent pas forcément si eux pourront se déplacer ou non. Donc, ils prévoient un accès digital. Pour répondre à Thierry, peut-on bénéficier d'une aide en tant que visiteur? Non, pour cet événement-là, il n'y a pas d'aide qui a été mise parce que le coût était déjà très peu élevé. Et du coup, pour le CRE, en fait, c'est le prix de base est vraiment de 650 €. C'est-à-dire que ça consommerait une aide pour quasiment rien, en fait, parce que vous avez le droit à 1 600, 1 500 €. Et comme l'aide, le CRE, c'est 50% sur le coût, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une aide de 325, non, ça marchera pas. 1500, c'est pas pertinent, quoi. Non, et puis, de toute façon, le chèque relance export, et pour qu'il soit valable, il faut que ce soit de 500 € minimum. Donc, ça ne pourra pas fonctionner de toute façon. Alors, juste une question assez technique. Sur l'offre visiteur, il n'y a pas d'aide de la région sur cette offre? Faudrait que je revérifie. Je vais vous dire ça. C'est sur le mobile. Je te le redis. Okay, parce que s'il n'y a pas d'offre sur une aide sur ce type de pack, auquel cas, nous, à ce moment-là, Sirena peut intervenir ou aider les boîtes. Je pense pas. Hein. Je vous dis non. Et si jamais ce n'est pas le cas, on vérifie. Je reviendrai vers vous, mais a priori, je ne crois pas. Pour l'avoir préparé hier, ça ne me semblait pas. Okay. Très bien. Okay. Je propose de continuer. Attention au timing. Donc, on a Thomas qui va prendre la parole à 10h10. OK. Alors, le deuxième événement, c'est l'IFA.
Donc, ça se passe à Berlin au mois de septembre. C'est beau. Pardon? C'est beau. Ouais, tu as déjà ta place, Benoît. Grosso modo, c'est vraiment un super salon qui est en fait sur 5 jours. Donc, il y a une journée presse, 2 journées où en fait ils ouvrent le salon à la fois aux professionnels, mais aussi aux visiteurs, donc c'est-à-dire aux habitants de Berlin. Et on repart après le lundi, mardi et mercredi sur du B2B. C'est vraiment, on a des entreprises qui ont fait le CES, dont on parlera après, donc ça devient un peu anachronique, et l'IFA. Et grosso modo, l'adage, c'est un petit peu, on va au CES pour se faire voir et on va à l'IFA pour vendre. Et là, si vous avez des produits qui sont targetés prêts à être vendus à un partenaire qui le vendra à un client final, donc par exemple, je ne sais pas, la Fnac allemande, c'est eux qui vont se rendre sur le salon et qui vont justement aller sourcer de nouveaux produits, de nouvelles technos qui vont pouvoir mettre à disposition de leurs clients. Donc, il faut que vraiment vos produits soient des produits qui soient commercialisables et disponibles en version finale pour les clients finaux. Et là, pour le coup, on est sur des frais beaucoup moins élevés parce que l'offre exposant après subvention régionale est à 2 500 €. Et donc, c'est-à-dire que si on utilise le CRE, ça revient grosso modo à 1 000 € pour l'entreprise, avec un accompagnement Business France, des formations aussi en amont. Donc, c'est vraiment si vous êtes assez mature et vous avez déjà des jolies motos électriques comme Chewbacca, c'est un super endroit pour y aller. Pour les proposer. On a de très très bons retours. On a Marbotique qui a été plusieurs années, qui est fan de ce salon. On a d'autres entreprises qui étaient il y a 2 ans quand il était encore open. Et du coup, ils ont aussi développé des contrats là-bas. Enfin voilà, c'est vraiment un salon où on s'y... Morgane ? Oui, alors en fait, oui, pardon. Donc là, on parle d'un événement en fait qui est différent d'un salon. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, Team France Export, enfin les bureaux Business France organisent une opération auprès de cibles B2B pour un secteur d'activité particulier. Ici, c'est le retail. Et dans ce cas-là, ce qui est proposé aux entreprises, c'est une phase un peu de coaching, de mentoring sur le secteur du retail, là pour le coup sur les marchés Royaume-Uni et Irlande. Donc, comment on travaille ici, des retours d'expérience, etc. Des rendez-vous B2B qui sont assez personnalisés par rapport aux besoins des entreprises et souvent de l'accompagnement. Et là, ici, il y a l'accompagnement autour de la communication aussi. Vous bénéficiez de toute la communication qui est faite autour de l'événement. Donc, à nouveau, c'est différent d'un salon. C'est plutôt une petite mission collective pour des entreprises. Moi, je suis assez fan de ce type d'événement. C'est pour ça que c'est moi qui le présente. Et effectivement, là, ce sera pour le retail tech. Donc, c'est assez intéressant sur un marché qui est très porteur sur le retail. Je fais court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tout à fait. Alors, il y a des questions. L'offre exposant, c'est espace plus stand. Oui, c'est ça. Alors, c'est même plus que ça. C'est l'espace, donc le stand. Alors, ça dépend des salons. Soit c'est un stand clé en main, c'est un stand qu'il faut un peu adapter. Mais c'est surtout aussi toute la force de frappe, la visibilité offerte par Business France parce qu'ils vont communiquer autour de l'événement, ils vont bâtir un catalogue et ils vont aussi travailler avec les bureaux qui vont justement indiquer à leur réseau qu'il y aura une offre française présente sur l'événement. Donc, vraiment, il y a un côté visibilité, il y a un côté attraction qui est super important et qui rentre en fait dans cette offre-là. Comment fonctionnez-vous si on a un stand ? Encore une fois, ça dépend vraiment de l'événement. Si par exemple, c'est un événement comme Medica, grosso modo, c'est vraiment des mètres carrés et chaque entreprise va s'adapter. Il y a la possibilité de le construire. Autrement, généralement, c'est vraiment clé en main. Et l'idée, c'est aussi de respecter l'harmonie du pavillon France, c'est-à-dire de mettre les entreprises un peu dans les mêmes dispositions. Voilà. Je ne sais pas sur quel salon vous portez la question, mais voilà. Généralement, c'est les événements, c'est les stands clé en main. Ouais. Vas-y, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On poursuit. Donc ça, le ITS World Congress à Hambourg, donc ça, c'est un salon tournant qui change de ville en ville chaque année. C'est l'événement majeur pour tout ce qui est les transports intelligents. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes dans ce segment-là, on pourra vous mettre aussi en relation avec Topos, qui a une sacrée expérience sur ce type d'événement, qui généralement essaye d'être présent, valorise les entreprises. Et donc, voilà, c'est un salon qui est à la fois
sur de l'exposition, des stands physiques, mais aussi un programme de conférences sur lequel il est possible de prendre parole et de valider et de valoriser son offre, de faire des démonstrations produits. Et donc là aussi, on est sur un coût vraiment très faible, puisque avec les 1 900 € moins le CRE, on se retrouve à 400 € pour participer à ce salon à 2 pas à Hambourg qui aura lieu en octobre. Donc, comme l'événement de tout à l'heure, celui-ci, c'est aussi donc une opération à nouveau B2B hors salon. Donc là, c'est un événement qui s'appelle French Fab Booster pour l'Amérique du Nord, donc qui est vraiment dédié aux startups, aux entreprises en règle générale qui ont une ambition assez forte sur le marché nord-américain, y compris des ambitions d'implantation. Et là aussi, vous allez avoir, c'est vraiment un programme d'accélération, donc vous allez avoir du coaching, de la préparation au marché nord-américain, des rendez-vous. Et donc, c'est intéressant quand on a des cibles assez industrielles, que ce soit industrie agro, industrie de la santé aussi, aéro, pharma, etc. Et à nouveau, c'est quelque chose d'assez intense. Et donc, c'est des programmes qui sont intéressants parce qu'il y a un accompagnement aussi assez personnalisé pour les entreprises qui sont sélectionnées. Souvent, on vient même sélectionner les entreprises qui sont les plus pertinentes pour ce type de programme. C'est ça. C'est dans l'activité. Pardon ? Secteur d'activité. Industrie, ouais. D'accord. Dès que vous avez une offre industrielle, effectivement, c'est le petit coq bleu qui est souvent utilisé pour tout ce qui est industrie du futur, industrie 4.0. Ce qui est intéressant dans ces formats-là, alors là, on les a mis sur l'industrie pour correspondre un peu à certaines entreprises qui étaient présentes, mais grosso modo, ils existent un peu dans tous les domaines. Et vraiment, l'intérêt, un salon, c'est vous qui vous adaptez, c'est à vous de développer l'offre. Là, dans tout ce qui est rendez-vous B2B, c'est vraiment, on va s'adapter et on va vous pousser les clients qui correspondent à vos besoins et qui sont vraiment en lien avec ce que vous faites. Donc, c'est beaucoup plus tailor-made, beaucoup plus personnalisé par rapport à ce que vous faites. Oui, voilà. Très intéressant, moi, je trouve. Next, mon petit préféré, Magali. Attention, Magali. Pardon, le Web Summit, j'avais oublié de réactiver le micro. Donc ça, c'est vraiment le salon européen qui, comme son nom l'indique, est centré sur le digital. Il reste assez abordable parce qu'au-delà du coût affiché, en fait, il faut aussi avoir en tête qu'il y a les coûts logistiques et donc le déplacement, l'hébergement, qui ne sont pas pris en compte dans les prix affichés, qui sont à la charge de l'entreprise et qui, sur certaines destinations, peuvent représenter un investissement important. Par rapport à Lisbonne, ça reste quand même assez abordable. Et même si le prix au mètre carré à la journée est assez élevé, les différents niveaux d'offres exposants qui sont proposés permettent à une entreprise d'exposer au moins sur un jour avec un prix raisonnable. Ce salon, il est assez connu pour la qualité de ses conférences, très reconnu avec un grand panel d'intervenants au niveau CEO ou bien Head of Sales, Head of Innovation, etc. Et c'est des personnes, celles qui interviennent dans les conférences, qui sont ensuite finalement facilement accessibles pour les rencontrer. Donc, c'est l'occasion d'aller rencontrer directement ces grands interlocuteurs de grands groupes ou bien d'anciennes startups qui ont connu une super croissance. Et donc, vous pouvez voir dans le programme de conférence et essayer ensuite d'aller rencontrer. C'est ça. Ça fait partie des offres d'accompagnement qu'on pourrait dire 1, 2, 3 premium, puisque le 1 notamment est renforcé avec des formations un peu plus poussées et aussi une partie Learning Expedition qui a pu se faire par exemple avec l'accélérateur BetaI par le passé, qui peut évoluer d'une année sur l'autre. Et ça fait partie des salons aussi sur lesquels la délégation régionale est montée en puissance d'année en année. Donc là, sur la dernière édition présentielle, je pense qu'on avait plus d'une dizaine d'entreprises. Ouais, on était à 15. Voilà, ce qui offre aussi plus de visibilité finalement, puisque plus on a d'entreprises, plus on va déployer de moyens de visibilité au niveau de la région. Et aussi, on a plus d'expérience et plus de retours d'expérience, donc aussi plus de bénéfices pour les nouvelles entreprises qui arrivent. Ouais. Pour faire assez rapide. Ouais, Arnaud. Ouais, juste, j'en rajoute une petite brique parce que vraiment, je trouve que c'est un événement super intéressant. Donc, en fait, l'idée, la philosophie de ce salon, c'est que vous avez 8 conférences de très haut niveau. Vous avez Hollande qui est passé, vous avez la commissaire européenne qui est passée. Et donc, tous ces visiteurs hyper qualitatifs amènent en fait un nombre d'entreprises et de directeurs d'entreprises qui, justement, veulent avoir la bonne parole, qui veulent avoir aussi l'accès pour discuter avec ces personnes-là. Et donc, du coup, ça attire une population très qualifiée. Et en fait, à l'issue de chacune des conférences, vous avez vos petits stands
juste derrière la scène. Du coup, tous les gens qui ont assisté à cette conférence viennent vous voir, viennent échanger avec vous, et il y a souvent un lien entre le discours qui est porté sur scène et l'offre de votre entreprise. Donc, en plus, c'est vraiment pas cher. Enfin, clairement, sur ce salon, y aller, ça vous coûte 0 € avec le chèque Relance Export. Et nous, derrière, on met tout en scène pour vous mettre aussi des outils de networking. Déjà, l'outil du Web Summit, il est super performant. Il y a 2 ans, quand on a pu y aller, par exemple, il y a une de nos entreprises qui a pu rencontrer la directrice marketing de IKEA. Donc, c'était un contact, il n'y a que là-bas qu'elle pouvait le faire. Et comment est-ce qu'il a fait? Elle était sur scène et il allait la voir à la fin de son pitch, parce que généralement, les speakers, ils jouent vraiment le jeu et échangent avec les entreprises. Donc, vous avez des super contacts. Et après, on fait aussi plein d'événementiels autour. On fait une soirée à l'ambassade de France. Alors, outre d'être sur un lieu magnifique, ça vous permet de rencontrer aussi des investisseurs qui sont présents à ces soirées. Il y a plein d'événements qui sont liés. Et en fait, on commence à avoir un recul et une finesse de cet événement assez importante pour vous amener dans les bons endroits, pour vous faire le bon networking et vraiment, pour un coût dérisoire, vous maximiser votre expérience. Donc, on peut y aller avec une journée d'exposants pour valoriser son offre, mais aussi en tant que visiteur pour s'inspirer, voir un peu ce qui se fait et pour faire du networking aussi avec d'autres exposants et d'autres entreprises et d'autres personnes présentes sur cette. Il est super bien calibré, il est super bien travaillé, donc vraiment, je ne peux que vous inviter à y aller. Philippe. Oui, alors je ne vais pas vous mentir, François Hollande n'est jamais allé à Formnext. Alors, c'était qui? Pas encore. Ah oui. C'est le salon, le plus grand salon Deutsche Qualität de la fabrication additive. Donc, deuxième semestre 2021. On organise depuis en 2019, en 2020, on ne l'a pas fait, enfin, on l'a fait de manière. En 2019, on a eu un stand collectif et avec une présence d'une petite quinzaine d'entreprises, des CRT également. L'originalité de cette présence régionale, c'est que nous travaillons à la fois avec l'agence ADI, Agence Développement Innovation, notamment Kilian Rausch, qui est d'origine allemande et qui fait le lien avec les organisateurs du salon et bien évidemment Team France Export, CCI International Nouvelle-Aquitaine. Également en triptyque avec nos amis de la coopération décentralisée, Thomas Biguet, si tu m'entends, puisque la région a un partenariat avec le riche Land ES. Donc, il est tout à fait possible également, et on l'avait prévu en 2020, d'organiser une visite de l'écosystème d'innovation allemand autour de Francfort. Donc, voilà, il n'y a que du plus. Ceux qui sont dans le sud les entreprises qui sont dans le sud de la région peuvent demander à Lynxter, qui est présent quasiment chaque année, avec un très beau stand. 3D Ceram pour ceux qui sont à Limoges. Voilà, donc ce sont des champs applicatifs à l'industrie par la fabrication additive. Venez nombreux, on a en général chaque année une petite quinzaine d'entreprises, c'est un beau salon qui marche bien. C'est un salon en pleine qui monte. Oui, en pleine croissance, effectivement. Ouais. Tac. Smart City, donc Expo World Congress. Donc ça se passe en Espagne aussi, à Barcelone, plutôt en fin d'année. Là, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la ville intelligente, pas que dans les transports ou dans la mobilité, mais vraiment en général toutes les problématiques des villes. Et on va y retrouver des collectivités qui cherchent des solutions à leurs problématiques de décarbonisation, de gestion des flux et ainsi de suite, les industriels, mais aussi tout ce qui est centre de recherche et autres. C'est un salon qui est un peu plus confidentiel, mais qui est vraiment très orienté. Donc, c'est un peu toujours ce double démarche. On a des salons généralistes comme le Mobile World Congress qui vont attirer 100 000 personnes, mais effectivement, des salons qui sont vraiment plus spécifiques. Et là, on est sur une cible de 21 000 visiteurs. Voilà. Tac. Slush. Le Slush, donc la référence de la tech côté nordique. Là aussi, c'est un salon qui est relativement petit, entre guillemets, avec un nombre d'exposants et de visiteurs qui est volontairement limité, mais ce qui fait qu'en fait, il se joue à guichet fermé tous les ans et que en fait, cette ambiance un peu, voilà, c'est pas intimiste, mais pour un salon, ça reste assez réduit, permet des contacts plus facilités et de qualité.
Il est très connu, alors d'un côté pour son ambiance dans le noir, hein, parce qu'on passe du noir au noir, de la nuit à la nuit, parce que c'est en Scandinavie en hiver et que le salon lui-même est un peu dans le noir. Alors pour ceux qui ont fait Las Vegas, du coup, c'est un peu l'inverse, des néons qui vous éclairent toute la journée. Et il est connu aussi pour sa grande scène façon ring où a lieu le concours de start-up qui permet vraiment pour les gagnants une forte visibilité et des prix aussi. Il y a des prix à la clé. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi le salon à faire quand on est en recherche d'investisseurs. Ouais. C'est vraiment le salon le plus spécial qui soit. C'est vraiment un événement en tant que tel. Quand on dit Davos, c'est vraiment, on est pendant 2 jours dans cet univers spécifique avec des interventions vraiment de très haut niveau. C'est ces entreprises qui se battent pour le concours du pitch où il y a vraiment un gros chèque à gagner pour celles qui gagnent. Et du coup, la nécessité à chaque fois que vous déplacez, vous cherchez des fonds, il y a des investisseurs qui sont là, qui eux aussi souhaitent investir et souhaitent trouver les technos de demain. Donc, c'est vraiment un genre de hackathon du geek. Enfin, c'est vraiment très spécial. Moi, j'ai jamais été. Et pareil, on a 2-3 entreprises de Nouvelle-Aquitaine, dont Domalis qui était et qui nous ont fait un super feedback, quoi. En termes de retour et de qualité d'événement, c'est vraiment topissime, quoi. Avec à garder en tête quand même le nombre limité de places avec donc un espace France qui a un nombre réduit de stands. Donc ça, ouais, et c'est très rapidement sold out. Très rapidement plein. Grosso modo, il faut y aller si vous êtes intéressé soit pour vendre sur la zone nordique, soit si vous cherchez des investisseurs et vous êtes dans un round. Voilà. Et celui-ci que personne ne connaît. Alors, on passe au CES, bien sûr, qui est le dernier de la liste parce qu'en fait, c'est le plus loin dans le temps par rapport à aujourd'hui. Alors, c'est le plus loin dans le temps, mais c'est quand même un de ceux qui se prépare le plus en amont quand il est en présentiel. En fait, même s'il est en janvier de l'année prochaine, ça paraît loin, mais c'est presque maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer à y penser. Et c'est aussi en fait le premier de l'année, qui est vraiment sur les tout premiers jours de janvier. Donc, ça se positionne vraiment comme le salon qui va donner les tendances tech de l'année. Et on dit que les produits qui sont lancés au CES sont les produits qu'on va retrouver dans les ventes de Noël. Donc, c'est vraiment un salon clé aussi là-dessus par rapport aux tendances. Même si bon, l'édition digitale 2021 a été plutôt assez décevante, il est annoncé en présentiel pour 2022 avec peut-être un format mixte et les espaces commencent même déjà à être commercialisés. Donc, quand je vous dis qu'on y pense dès maintenant, c'est réel. En temps habituel, donc, il rassemble vraiment un grand nombre d'exposants entre 3 000 et 4 000 et de visiteurs entre 150 et 200 000 et tout type de visiteurs. Alors, la difficulté, c'est justement cette grande diversité à la fois de secteurs, de visiteurs. C'est vraiment quelque chose d'énorme, d'où l'importance ici de l'accompagnement. L'enjeu visibilité, bien sûr, est très forte. Il y a une très forte couverture médiatique, c'est autant au niveau international, national et régional. Et c'est aussi pour ça que la région met en place un dispositif média spécifiquement pour ce salon. Comme le Web Summit, c'est un salon sur lequel l'offre d'accompagnement est vraiment musclée, et notamment sur la préparation pour aider à y voir clair dans cette énormité qu'est le CES, avec des formations là qui, pour le coup, sont aussi ciblées CES. Il y avait la question au début, est-ce que c'est des formations spécifiques au salon ou pas? Sur le CES, pour les nouveaux sur l'opération, il y a un module qui permet de bien comprendre qu'est-ce que le CES, comment j'y vais, pourquoi j'y vais, comment je me prépare, etc. Avec là aussi, maintenant, plus de 5, enfin, ça va être la 6e année d'expérience, donc à la fois une bonne expérience des équipes d'accompagnement et beaucoup de retours d'expérience de toutes les entreprises qui ont participé et les différents niveaux d'offres avec, pour ceux qui veulent aller voir une offre visiteur qui permet éventuellement de préparer une présence exposant sur l'année suivante. Ça a déjà été fait par un certain nombre d'entreprises. Et là, il faut savoir que c'est quand même un investissement important parce qu'au-delà des coûts qui sont affichés, qui vous paraissent sans doute raisonnables, il y a toute la partie logistique qui représente un coût élevé et on n'y va pas pour rien. On y va avec des raisons. Non, comment? Pour être avec nous et pour passer pour être avec nous aussi, c'est vrai que voilà, c'est un événement qu'on connaît bien maintenant, mais il faut savoir que même si l'offre Eureka Park, alors petite parenthèse pour les startups qui vont se présenter sur cet événement, il y a aussi une sélection puisque le nombre de stands au niveau de l'espace régional est limité.
Mais du coup, voilà, le coût affiché à l'écran reste raisonnable, mais il faut savoir que c'est un gros investissement à la fois financier sur la logistique et sur la préparation, parce que c'est un salon qui ne s'improvise pas. Sauf si on y va vraiment en veille pour voir un petit peu ce qui se passe. Et encore même, là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher en veille. Mais c'est vraiment un salon à anticiper et à préparer. Juste peut-être, comme c'est le dernier salon qu'on va présenter, j'espère qu'on a été suffisamment clair, mais l'intérêt aussi du dispositif Sirena Startup, c'est que vous avez dans votre technopole un interlocuteur vers lequel vous tournez si tout ce qu'on vous a dit est encore très confus dans votre tête, et cet interlocuteur connaît les dispositifs, connaît les bons contacts et saura derrière vous orienter. Donc, s'il y a eu un grand flux d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous ou revenir vers votre interlocuteur au sein de votre technopole qui saura vous aider à trouver le bon chemin pour trouver soit l'opération, soit le dispositif, soit la personne qui vous correspond. Yes. Merci beaucoup Magali, merci Philippe, merci Morgane et Arnaud. Donc, on va enchaîner, puisqu'on a 20 minutes de retard, je prie de m'excuser, je vais accélérer un petit peu avec les accords de coopération. Si vous avez des questions sur la première partie, n'hésitez pas à les poser. On y répondra soit en live, soit par mail après. Et puis, merci Magali, effectivement, de bien préciser la nécessité de bien préparer ces salons. Et puis, le relais qu'on pourra faire auprès de vous, avec chaque référent Sirena dans chaque technopole, pour aider nos startups à choisir ces événements et à les préparer. Alors, je laisse la parole à Thomas, avec peut-être, pour respecter le timing, Boubacar, si vous en êtes d'accord, si vous pouvez témoigner ensemble. Si jamais, Boubacar, vous aviez une contrainte de temps. Donc là, on part sur les accords de coopération qui existent au sein de la région Nouvelle-Aquitaine pour permettre à nos startups d'avoir des aides, d'avoir des contacts. Et quand j'ai préparé cette programmation ce matin en interviewant Boubacar, il me disait donc l'importance qu'il a pu tirer de cette expérience pour appréhender son marché, pour co-construire son marché. Voilà, donc je laisse la parole à Thomas Biguet, donc responsable des accords de coopération de la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'à Boubacar Diallo, donc dirigeant de Beno Africa. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on va parler un petit peu des coopérations décentralisées pour changer un petit peu de sujet. Je vais essayer de passer rapidement sur certains points pour justement laisser la parole à Boubacar qui pourra partager son expérience en tant que start-up. Je pense que c'est intéressant. Et je remercie par ailleurs les Technopoles de nous avoir alloué un petit temps de parole pour présenter ce sujet qui, comme le disait Marc, n'est pas quelque chose à laquelle on pense de prime abord pour le développement international, mais qui peut représenter des opportunités dans le parcours à l'étranger. Très rapidement, si je peux passer les slides, voilà. Au gré de mes rencontres, j'ai réalisé que pas mal de gens étaient encore assez étrangers au concept de coopération décentralisée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une coopération décentralisée? On sait que les pays ont des relations internationales et des échanges avec des pays étrangers. Au sein de chaque pays, les collectivités, donc les régions, les métros, les agglos, les départements, peuvent aussi développer des relations particulières avec des collectivités de même niveau à l'étranger. Donc, c'est le cas, comme le mentionnait tout à l'heure Philippe Racineux, en Allemagne. Le Land de Hesse a une relation avec la région Nouvelle-Aquitaine depuis 1995. Donc, le Land de Hesse avec la capitale Francfort. Qu'est-ce qui caractérise les coopérations décentralisées? La première chose, c'est que c'est formalisé par un accord, qui peut s'appeler une convention, un protocole de coopération. Accord qui est le résultat d'échanges entre les services techniques de chaque côté, dans les administrations de ces collectivités, mais aussi et surtout par les élus, les représentants institutionnels de ces collectivités. Et donc, d'ailleurs, l'accord est signé par les élus, en général par les présidents. Chez nous, c'est le président de région qui les signe. Et au sein de ces conventions et de ces partenariats sont définies des grandes thématiques autour desquelles vont être déployées les actions de coopération. Donc, après ça, chaque région ou collectivité partenaire va mettre en place une équipe technique qui va avoir pour but d'animer ces coopérations, d'encourager les échanges. Et ça se fait en règle générale par la mobilisation d'acteurs du territoire. Par acteurs, on peut entendre des universités, des CHU, des entreprises, des réseaux, des clusters, des technopoles, tout type d'entité qui peut avoir un intérêt en fait, à avoir des échanges avec telle ou telle région partenaire.
Donc voilà ce qui est de manière générale une coopération décentralisée. C'est quelque chose de très transverse, multithématique, qui est ouvert sur l'extérieur, qui est vivant, qui est mobile et qui est le résultat d'échanges. Donc sur vos écrans, vous avez la carte des coopérations internationales de la région. Donc c'est les pays qui sont indiqués, mais bien entendu, on a des coopérations avec des régions ou des provinces au sein de ces pays. Juste un petit point, donc je ne vais pas les lister une par une, mais juste un petit point de précision. On va les diviser en deux catégories. D'un côté, vous avez les coopérations européennes, et je vais inclure dans ce groupe-là le Canada. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on va faire face à des régions qui, en général, ont un niveau de développement élevé, qui sont organisées un peu de la même façon que la nôtre, qui sont très dynamiques, qui sont très diversifiées. Et donc, même si nous, à la Nouvelle-Aquitaine, on a la volonté de ne pas se limiter à ces régions-là uniquement au sein de ces pays partenaires, on va quand même avoir tendance, dans la pratique, à se concentrer tout de même sur des échanges sur ces régions en particulier. Donc, en Italie, on a une coopération, par exemple, avec l'Émilie-Romagne, la région des villes de Modena, Parme, Bologne. C'est une région extrêmement dynamique, extrêmement riche, avec des filières fortes en agro, en tech, en tout un tas de choses. On a suffisamment au sein de cette région pour déjà développer énormément d'échanges. Donc, on a tendance à se concentrer sur eux. On a la volonté d'aller au-delà, mais voilà, dans la pratique, on est quand même pas mal sur des considérations de cette région. Le Canada, de la même façon, pourquoi? Parce qu'on a une coopération avec la province du Québec qui est suffisamment immense et diversifiée et active pour déjà nous occuper à temps plein. Donc, on n'est jamais allé jouer du côté de Vancouver ou d'autres côtés du pays qui est encore plus immense. Quand vous allez sur les autres parties, sur les autres coopérations, donc dans le service que nous, on appelle le service international, c'est-à-dire hors Europe, la situation est un peu différente. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, on a une coopération avec un consortium de départements, on va dire une alliance de départements, qui est un peu éloignée de la capitale. Donc, quand notre chargée de mission va sur le terrain, elle passe nécessairement à Dakar, à la capitale. Elle passe nécessairement faire un tour à l'ambassade de France là-bas, dans les différentes agences qui peuvent être présentes, la AFD, Expertise France, etc. Sur sa zone de coopération, dans les projets qui sont mis en place, elle n'a pas toujours sur place des opérateurs locaux qui peuvent se saisir de projets. Elle a peut-être parfois besoin d'aller chercher dans la capitale ou dans d'autres régions annexes des entreprises locales qui peuvent porter des projets, des ONG, d'autres opérateurs. Donc, par nature, parce que les pays sont éloignés, parce que les niveaux de développement sont différents, parce que les systèmes politiques ne sont pas les mêmes, sur la zone internationale, on va plutôt favoriser une approche pays. Voilà, c'est une différence que je voulais mentionner parce que ça va vraiment définir un petit peu notre action dans les différentes zones de coopération. Maintenant, je voudrais passer quelques minutes à vous parler de la manière dont on s'organise pour animer ces coopérations, parce que c'est ça qui va représenter la base des opportunités pour vous, les entreprises. Et je vais prendre pour ça 3 exemples. En Allemagne, avec le Land de Hesse, on anime ces coopérations par une espèce de chassé-croisé de chargés de mission. Donc, on a en Allemagne une chargée de mission française de Nouvelle-Aquitaine qui est basée au sein de l'administration allemande. Et on a un SOA qui est basé au sein du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et à eux deux, ils échangent sur les différentes initiatives de cette coopération et ils vont animer la coopération. Donc, vous avez la possibilité en tant qu'entreprise d'aller contacter l'un ou l'autre pour tel ou tel sujet. Et donc, ce chassé-croisé permet vraiment une vision multiculturelle et bien transverse. Si vous allez sur Madagascar, on a une coopération avec la région de Itache depuis 2007. La situation est bien différente. On est très éloigné géographiquement, on est sur un niveau de développement différent, on est sur des thématiques complètement différentes, on est sur des projets relativement techniques qui demandent un accompagnement de long terme. Donc là, on a vraiment besoin d'une équipe de techniciens sur place. Donc, dans cette région, vous avez un bureau de représentation de la Nouvelle-Aquitaine avec 11 personnes employées directement par la région. Et c'est une équipe multiculturelle aussi, avec une partie d'expats français, une partie d'employés locaux. Donc, ces personnes sont sur place, pour certaines d'entre elles depuis un certain temps. Ils ont une connaissance parfaite du territoire, puisque vous avez également des Malgaches dans l'équipe. Ils ont un réseau de relations extrêmement développé avec les autorités locales, avec les entreprises, avec les acteurs du terrain. Donc là, si vous avez des volontés de vous développer, d'aller expérimenter des solutions, de targeter le marché malgache, la meilleure façon, ça sera de vous rapprocher de la chargée de mission en France qui est basée à Bordeaux et qui, elle, vous mettra en relation avec telle ou telle personne de son équipe là-bas qui sera en charge des sujets particuliers.
Et dernier modèle, donc c'était un modèle sur Madagascar qui était bien différent de l'Allemagne. Et encore un autre exemple, celui de la Chine. Bon, là, je peux vous parler un peu plus en détail si on le voulait, mais bon, on le fera une autre fois parce qu'on ne va pas avoir le temps, parce que c'est moi qui ai la gestion de cette coopération. Sur la Chine, on n'a pas de représentation directe de la Nouvelle-Aquitaine. Mais de manière indirecte, il y a quelque chose qui a été mis en place d'ailleurs par mes collègues du service export, que vous avez entendu ce matin, Philippe Racineux et donc Magali, je ne sais pas si tu étais déjà dans la direction à ce moment-là. Sur la Chine, il y a énormément de sujets de coopération qui sont intéressants, mais il y en a un qui est prédominant, qui revient tout le temps, c'est le développement économique, tout simplement parce que la Chine, comme tout le monde le sait, représente une grosse opportunité avec son marché gigantesque. Et donc, le service export a bien saisi cette chose-là il y a longtemps et a mis en place une convention avec Business France. Cette convention, qui est annuelle, qui est renouvelée de manière annuelle et que je viens de renouveler encore pour cette année en 2021, elle consiste à avoir, de manière résumée, une personne de Business France qui, depuis leur bureau de Ouran, la capitale de cette province partenaire, va travailler à temps plein sur les sujets de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, les services que cette personne va procurer sont de nature. On va dire qu'il y a deux grandes catégories de services. La première, c'est d'identifier des opportunités sur le marché de Chine centrale, mais bon, par extension de Chine, parce que c'est un peu large, mais surtout de Chine centrale, et nous les faire remonter. Si c'est des opportunités très ciblées, moi, je vais aller chercher telle ou telle entreprise que je connais et que je sais pouvoir répondre à ce besoin ou se positionner sur cette opportunité. Dans le cas contraire, je m'appuie sur les réseaux dont on dispose, mes collègues des services filières, de l'export ou les intermédiaires du type, si c'est une opportunité pour des startups, les technopoles. En ce moment, on travaille sur une opportunité, un gros sujet en aéronautique, sur lequel s'est déjà positionné un acteur de la formation professionnelle de Nouvelle-Aquitaine et qui devrait évoluer vers des opportunités business sur des produits et des solutions d'ici 6 mois, 1 an. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. La deuxième grande famille de services que cette personne va procurer et qui là va être très intéressante pour les startups et les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, c'est que toute entreprise qui aurait l'intention de se développer en Chine peut contacter Business France là-bas et dire en gros, bah voilà, j'ai un produit, une solution que je veux vendre. Et cette personne à Business France va étudier le produit et voir s'il est conforme au marché, voir s'il existe un marché, des possibilités de développement sur la Chine centrale dans un premier temps, va identifier des partenaires potentiels, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des agents commerciaux, des clients directement, va identifier des événements. Donc, on a des événements qui ont été présentés ce matin, certains en Chine, on parlait de Shenzhen ce matin, mais bon, il y a aussi tout un éventail d'événements qui ne sont pas forcément dans ces dispositifs et qui existent en Chine. Et une fois que tout ça a été identifié, cette personne à Business France va accompagner l'entreprise dans ses premières étapes de pénétration du marché chinois au final, donc dans une mise en relation, dans des échanges pour aller vers des contrats éventuellement. Tout ça, c'est financé par la région et ça demande peu de paiement de la part des entreprises, peu de dépenses de la part des entreprises. Donc, dans le passé, et j'espère dans un futur très proche, l'entreprise pouvait se déplacer sur place en Chine et aller directement accompagner de cette personne de Business France, rencontrer les contacts identifiés. Maintenant, ça se fait à distance et on espère que ça pourra se remettre en présentiel assez rapidement. Donc voilà, 3 modèles de fonctionnement qui chacun ont leur intérêt. Ce que vous avez à retenir, et donc il y a d'autres modèles sur les autres zones de coopération, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que n'hésitez pas à nous contacter parce que notre présence sur place va être vraiment le gros point fort de notre activité. On a des contacts locaux, on a une connaissance locale qui va pouvoir vraiment vous représenter pour vous un appui et un soutien sur le long terme. Merci Thomas, je me fais le relais des startups que j'accompagne et je trouve ça très intéressant parce que peut-être méconnu. Donc voilà, ouais. Je suis ravie qu'on ait l'opportunité avec Sirena de faire un focus sur ces coopérations. D'accord. Boubacar, vous qui avez vécu ça. Allô, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de témoigner sur nous, notre expérience avec la coopération. Donc très rapidement, j'explique juste ce que fait Benou. Nous, donc, on est une entreprise qui est basée à Bordeaux, donc dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et on a également un bureau à Lomé au Togo. Et ce que l'on fait, c'est d'offrir un service de location d'équipements solaires
et d'équipements efficients en énergie pour des entreprises africaines, principalement des petites entreprises africaines qui sont en zone rurale. Et ce que l'on recherche à faire, c'est à répondre surtout à des enjeux de développement économique de ces entreprises qui ont un très faible accès à l'énergie et aussi un très faible accès à de l'équipement de la qualité pour porter leur activité. Et lorsqu'on n'a pas d'outils de production, c'est très compliqué de pouvoir se développer localement. Voilà, donc on essaye d'allier une logique impact de développement économique et une logique environnementale en essayant de faire en sorte que ce développement économique puisse être le plus bas carbone possible. Si je parle plus en détail de ce que l'on fait avec la coopération, alors nous, on serait plutôt dans le deuxième modèle, je pense, ou pas loin du deuxième modèle qui est le modèle de Balgache. Sauf que nous, on a pu collaborer avec la région au Burkina Faso, où il y a également une coopération parce qu'il y a un lien établi entre la région Aquitaine et la région du plateau central au Burkina Faso. Et depuis notre création en 2015, on a eu l'occasion de collaborer avec la région pour 3 projets. Pour 3 projets de collaboration. Déjà en 2018, on a pu travailler sur un projet avec des acteurs locaux. En fait, ce que nous a permis la région à ce niveau-là, c'est de nous faire une mise en relation avec 2 organisations qui sont des ONG, 2 ONG locales de développement économique que nous avons pu accompagner et former à du diagnostic énergétique. Donc, la coopération a joué un rôle de mise en relation parce que du coup, c'est un acteur présent sur le terrain et localement. Et nous, on a des activités quand même où il y a du long terme, il y a une notion partenariale qui est assez importante et du coup, il faut du temps. Et on est dans des activités qui demandent du temps. 100% de notre activité est internationale, donc plus longue, plus compliquée à mettre en place. Et on avait vraiment besoin d'avoir un acteur qui puisse nous accompagner sur le terrain. Du coup, la région, à ce niveau-là, a servi de relais pour la construction du partenariat avec les 2 acteurs locaux et elle nous a aussi financé sous forme de subventions pour qu'on puisse réaliser des études de terrain, des missions de terrain, différents rapports d'études. Alors, ces différentes études et ces différents rapports qu'on a pu réaliser, on peut les assimiler à une forme de prospection, mais on est limite un petit peu avant la prospection. C'est vraiment une phase d'étude de marché approfondie qui est gagnant-gagnant en fait, parce qu'elle intéresse la région, parce qu'elle permet à la région de pouvoir continuer son action de développement dans le territoire. Et elle est aussi intéressante pour nous parce que nous, elle nous a permis de mettre les pieds au Burkina Faso à moindre risque et de commencer à nouer des relations avec des acteurs locaux pour pouvoir déployer ensuite nos différentes solutions d'équipement pour entreprises. Donc, ça nous permet un peu de préparer le terrain. Ensuite, on a pu collaborer en 2020 sur un deuxième projet, toujours autour de l'entrepreneuriat. Mais là, en fait, c'est la région, via la coopération, qui nous a mis en relation avec Initiative Haute-Vienne. Initiative Haute-Vienne a une antenne au Burkina Faso pour proposer des prêts d'honneur à des entrepreneurs locaux. Et avec l'intervention de la région, on a mis en place un projet de collaboration pour accompagner une trentaine d'entrepreneurs burkinabés qui sont soutenus par le réseau Initiative. Donc là, c'est sous forme d'un pilote où on n'est pas forcément sur les produits que l'on vend au quotidien, mais plutôt sur des pilotes et des prototypages de nouvelles choses, de nouvelles propositions à faire. Donc là, pareil, une démarche plutôt amont. Et le dernier projet sur lequel on a coopéré, on est en train de coopérer, on démarre les actions maintenant, c'est sur un projet d'électrification rurale qui est porté par la région Aquitaine et par la région du plateau central. Donc ce projet, il est très intéressant parce qu'en fait, c'est le résultat de la première action qu'on a pu mener au Burkina Faso avec la région. J'avais parlé tout à l'heure de formation et d'accompagnement d'acteurs locaux. On a pu mettre en place ce dernier projet qui est un projet d'envergure. Il est quand même assez important. On a pu le mettre en place parce qu'on a fait ce premier travail avec la région.
Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ça? La première chose, c'est que il y a une forme de progressivité en fait dans la collaboration qu'on a pu avoir. D'abord sur une phase vraiment très étude, après sur prototypage sur un autre type de projet, et après sur des choses beaucoup plus importantes. Et ça, lorsqu'on est sur une activité à 100% internationale, c'est super important en fait d'avoir un partenaire disons de long terme. On sait qu'il est toujours là. Il va peut-être pas travailler forcément avec nous tout le temps. On va pas toujours être en collaboration avec la région sur nos projets. D'ailleurs, on n'a pas que les projets avec la région, mais on a pu ouvrir d'autres activités derrière. Mais on sait qu'on a un partenaire de long terme et qu'on peut s'inscrire sur la durée sur ce marché-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme j'avais dit en introduction, nous, on a un bureau au Togo parce que c'est au Togo qu'on a démarré nos activités. Là-bas, on a démarré très vite, un peu fleur au fusil. On commence à tester notre marché sur place. On a fait des choses vite et bien d'un côté, d'autres choses qu'on a fait un petit peu plus mal. Mais aujourd'hui, finalement, quand je regarde les deux marchés, le Togo et le Burkina, c'est surtout au Burkina où on a un gros marché. C'est là où on a vraiment des affaires à faire. Plus maintenant dans une démarche de prototypage et de construction de marché, mais là vraiment dans une logique de prospection et d'action commerciale forte pour pouvoir déployer des solutions. Donc cette coopération initiale avec la région nous a permis de nous établir de manière peut-être plus structurée et plus pérenne à long terme. Donc du coup aujourd'hui on se dit limite, mais pourquoi notre filiale pourquoi on ne déplacerait pas notre filiale au Togo plutôt au Burkina? C'est là où on a le plus d'affaires. Après, je dirais également qu'il ne faut pas voir forcément la relation avec la coopération comme un outil de prospection type Business France ou autre. On n'est pas uniquement sur une logique de conquête de marché, on est quand même plutôt sur une logique forte partenariale, donc limite un petit peu plus en amont sur certains points. Enfin, on peut démarrer plus en amont en tout cas, après on peut se retrouver dans des logiques plus de prospection pure, mais on peut démarrer plus en amont avec la coopération. Et elle est très importante aussi dans la typologie d'activité que l'on a, où on est 100% marché africain, de la complexité, parce qu'on a des bénéficiaires qui sont africains, mais en réalité, on peut se faire payer en France par des donneurs d'ordre. On est dans des logiques en fait, où il faut travailler beaucoup l'appropriation locale des solutions. Et pour ça, il faut aussi avoir un acteur qui est présent localement, qui a de la présence locale, mais réelle, hein, pas juste un petit bureau qui est là. C'est vraiment des personnes qui connaissent le marché, qui connaissent les gens. Et voilà, et ça permet derrière je pense, de pouvoir enchaîner sur des démarches de prospection un peu plus établies, un peu plus consistantes. Je pense là justement à cette question du Burkina. Là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment structurer une démarche d'export un peu plus structurée, un peu plus forte, en utilisant des outils type assurance prospection, des installations de filiales, envoyer un VIE, etc. Et ça, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a pu passer cette étape un peu risquée d'études de marché, de voir si on pouvait faire des choses qui pouvaient être intéressantes pour notre marché d'activité. Voilà rapidement ce que je pouvais dire de notre relation à la coopération. Merci beaucoup. Merci. Boubacar, vous avez deux questions. Donc, une première question de Marc. Boubacar, quel a été le premier contact ou comment vous avez connu ces services donc, de coopération? Le premier contact, comment ça s'est fait? C'est la coopération qui nous a contactés. Pourquoi elle nous a contactés, je ne sais plus. Mais c'est la coopération qui est venue à nous. Je pense parce qu'on avait déjà commencé, on avait entamé des actions au Burkina Faso et le relais s'est fait comme ça, c'est-à-dire un peu dans une logique de coopération avec la coopération. On voulait aller au Burkina, la coopération avait des choses à faire là-bas et on avait des solutions qui pouvaient être intéressantes et c'est par ce biais. Je dirais que la coopération a des équipes qui sont proactives. Si je peux intervenir sur ce point, merci déjà Boubacar pour ton partage et rendez-vous au Sénégal et à Mada éventuellement si tu as des volontés de développer là-bas. Sur ce point-là en particulier, en fait, on a une façon de fonctionner qui est en effet très proche du terrain. Donc on est sur une zone partenaire, on a une connaissance, on a une présence locale, donc on va identifier
un certain nombre d'opportunités. Mais en effet, comme disait Boubacar, nous, on n'est pas là pour faire de la prospection commerciale et lancer tel et tel marché. On va avoir une approche très long terme. Donc, quand on parle ici sur cette slide pour les startups des opportunités locales, certes, il va y avoir de temps en temps telle et telle opportunité très précise, très ponctuelle, mais en général, c'est des choses qui sont en lien avec les autorités locales, qui sont en lien avec des projets de développement très long terme sur les territoires. Donc, du coup, je vais vous donner un autre exemple qui va sortir un petit peu du Burkina, mais sur le Maroc, par exemple, on a le Grand Agadir, donc la ville et ses périphéries, qui, au niveau des autorités, a émis qui a expliqué son projet d'équiper tout son territoire en éclairage public solaire et qui est venu nous parler de ça en disant, ben voilà, est-ce que vous avez des entreprises, etc. Donc, on a placé une entreprise et on les accompagne pour saisir cette opportunité-là. C'est un projet public, c'est de la commande publique, c'est très long, c'est très complexe, il y a des aléas, il y a des moments où on a l'impression que le projet va tomber, etc. etc. L'entreprise a besoin d'être accompagnée peut-être pour faire des projets pilotes, elle a besoin d'être accompagnée pour être mise en relation avec telle et telle sous-agence qui va avoir en fait son importance dans la décision prise par l'autorité locale à la fin de sélection du supplier. Enfin, voilà, vous avez énormément de choses qui peuvent venir. Nous, on a une vision, on a une vue de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est là sur le long terme, en coopération avec nos partenaires à l'étranger, qu'on connaît leurs projets de développement qui s'inscrivent sur la durée, sur des dizaines d'années parfois, et que du coup, on a un travail de longue haleine sur ces sujets-là. Donc, je n'étais pas là, et ce n'est pas moi qui suis en charge du Burkina Faso, et donc je ne connais pas l'historique du début de la relation avec Boubacar et Benou Africa, mais je suppose que mon collègue travaillait sur des thématiques très proches de ce que Boubacar faisait et qu'il a vu un intérêt à coopérer avec cette entreprise de notre territoire sur ces programmes de coopération au Burkina. Et de là est né un accompagnement très long terme qui a permis à Boubacar de bénéficier de certains appuis. Et une fois de plus, il n'y a pas que nous qui l'avons aidé. Et là, son succès est lié surtout à ses efforts et à toute leur attention. Mais voilà, il y a à certains moments des opportunités pour les startups. Et donc, dans l'autre sens, les startups ou les entreprises, ce n'est pas que les startups, les PME ou autres, peuvent aussi venir nous contacter quand elles ont simplement un intérêt dans un des pays avec qui on a une coopération. Nos thématiques, on en a des prédéfinis, mais c'est vivant tout ça. C'est-à-dire que si on se rend compte que plusieurs opérateurs de notre territoire ont un intérêt pour tel secteur, telle thématique sur un pays donné, on peut aussi développer des nouveaux thèmes de coopération. Dans tous les cas, une discussion, c'est vraiment c'est un coup de fil et discuter avec nous, mais c'est voir s'il y a un intérêt, voir s'il y a déjà un travail commun avec une thématique commune qui pourrait débloquer tout un tas d'appuis et de soutien. Et si ça s'inscrit, si le projet, la solution, les services que la startup procure peut s'inscrire dans un programme que nous, on active déjà, on peut, pourquoi pas, si ça intéresse, débloquer des financements. C'est ce qui s'est passé pour Benou Africa. Voilà, juste pour compléter un petit peu et amener des éléments de réponse sur la question qui avait été posée. Je vous remercie. Merci Thomas. Donc, très intéressant donc, ce côté proactif et puis également la nécessité donc, de créer du lien régulier par rapport donc, à des opportunités et des projets. Très bien. Il y avait également une autre question pour Boubacar. Si vous aviez quelques conseils à donner aux startups qui nous écoutent et qui nous regardent, Boubacar, sur cette partie, comment réussir à l'export, comment... Alors, effectivement, nous, on a tout notre marché est export, en fait. Au final, on fait que ça. Le plus important, c'est le partenaire. Pour moi, c'est le partenaire en face. Là où on a eu des échecs dans ce qu'on a pu faire ou mettre en œuvre, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé le bon partenaire pour faire. Il faut un partenaire, il faut un partenaire parce qu'il faut quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en qui on va pouvoir déléguer pas mal de choses, surtout pour derrière pouvoir se concentrer sur votre cœur de métier, votre cœur d'activité, c'est-à-dire que c'est vendre vos produits ou vos services. Et c'est très important parce que nous, une des erreurs qu'on avait pu faire au tout début sur l'export, c'est de vouloir être très vertical et très contrôlant, surtout. Et c'est pour ça qu'on avait créé directement une filiale locale très rapidement,
parce qu'on voulait avoir quelqu'un sur place, quelqu'un qui puisse maîtriser les produits, quelqu'un qui puisse maîtriser absolument tout. Et au final, on se rend compte que c'est pas ça qui fait le succès. Au Burkina, je prenais le cas du Burkina, on n'a pas d'implantation locale. Par contre, on considère qu'on a vraiment des partenaires très solides qui savent appréhender la base et la partie essentielle de l'activité que l'on a et qui, du coup, sont capables de déployer plus facilement. Donc, ça peut être long, ça peut être très fastidieux de trouver le partenaire. Ça coûte de l'argent parce que ça demande du temps de prospection. Mais vous allez gagner sur le long terme parce que du coup, après, vous vous retrouvez avec des partenaires qui vous permettent de faire un scale dans le marché dans lequel vous voulez aller. Et derrière aussi, si vous parlez, vous discutez, vous voyez que ça ne prend pas, bah, vous savez aussi que, voilà, qu'il faut passer à autre chose ou changer de partenaire ou changer faire différemment. Ça, c'est le plus important, je dirais. Et après, avoir une très grosse écoute du marché dans lequel vous allez vous déployer. Ce n'est pas parce que votre produit est très bon et fonctionne très bien dans un marché qui va fonctionner dans le nouveau marché dans lequel vous allez aller. Et ça vaut, même si, nous, on est marché africain, par exemple, mais mon produit, je ne peux pas le vendre de la même façon au Togo, au Ghana ou au Burkina Faso. Au début, je me disais, ben non, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc globalement, ça va être quasiment pareil. Mais non, en fait, il y a vraiment une étude marché à avoir assez fine et assez précise sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vendre. Voilà, ça, c'est mes deux éléments principaux. Et après, essayer, bien entendu, de s'appuyer sur les différents dispositifs que l'on peut avoir en France pour l'accompagnement export. Ah oui, et autre chose aussi qui pour nous a été très utile, c'est d'essayer, lorsque vous êtes, quand on n'est pas très grand, c'est de s'appuyer sur des plus gros groupes qui sont en France. Nous, on le fait, c'est-à-dire par exemple, on travaille au Ghana. Au Ghana, on travaille, on s'est adossé avec un gros négociant cacao, en fait, qui est en France et qui avait des activités, qui avait des besoins proches de nos besoins. Et on est parti au Ghana, on leur a dit, écoutez, le Ghana, on ne connaît pas, on veut bien y aller, mais par contre, vous allez jouer le rôle vraiment d'acteur de terrain pour qu'on vende nos produits. Et ça nous a permis de rentrer dans le Ghana, au Ghana. Donc, il faut chercher ça aussi, des collaborations avec vos clients, vos prospects, des gens qui historiquement travaillent déjà avec vous et qui vous connaissent bien et qui aiment bien ce que vous faites. Voilà. Merci, donc très enrichissant, merci. Et une dernière question peut-être Oui. En fait, Boubacar, merci pour ce témoignage. Je suis vraiment, on a envie de t'écouter encore plus. J'ai juste une dernière question parce que ça nous paraît tellement loin l'Afrique d'ici pour faire du business. Tu es présent là-bas. Pourquoi il faut qu'on s'y intéresse? C'est quoi selon toi? Alors, je pense que on devrait te laisser 1 heure pour tellement nous exposer, mais c'est quoi les attractivités du moment en Afrique? Pourquoi il faut s'y intéresser? Alors effectivement, là on pourrait rester une journée entière. Alors il faut s'intéresser à l'Afrique parce que il y a plein de choses à dire. Enfin, en fait, rien que d'un point de vue démographique, en fait, c'est un territoire qui explose. Donc en fait, c'est des marchés de fête. C'est des gros marchés de fête avec des besoins. Population jeune, donc pareil, très attirée par des nouvelles choses. Ce qui est en train de boomer, c'est tout ce qui tourne autour du digital. Je pense que c'est lié à ce que je disais, c'est-à-dire la jeunesse de la population. Ils arrivent très vite à capter des nouvelles innovations, des nouvelles choses et à se projeter dessus peut-être beaucoup plus rapidement que sur nos marchés à nous, étonnamment. Donc, c'est un marché très intéressant pour tester des nouvelles choses parce que ça peut prendre très, très vite. Après, la grosse difficulté du marché africain qui freine un peu tout le monde, c'est déjà le passif. C'est qu'on a une vision de l'Afrique un peu développementiste, enfin un peu développement. En gros, il n'y a que ça, il n'y a pas d'activité. Et on a aussi une vision manque d'infrastructure.
Il y a zéro infrastructure, donc le manque d'infrastructure fait que tout devient un petit peu compliqué quand on doit se déployer. Mais globalement, le manque d'infrastructure, le seul impact réel, c'est que ça prend plus de temps. Mais bon, ça prend plus de temps, mais plus de temps pour des marchés à plus gros potentiel sur, comme je disais, sur le digital, sur l'énergie, sur les problématiques d'accès à l'eau, sur la santé, sur l'assurance, sur le financier. En fait, sur tous les secteurs, il y a des besoins. Et ce que l'on voit vraiment, c'est que c'est l'innovation qui est en train de… C'est l'innovation qui bouillonne et qui fait changer les choses. Tout ce qui est ancienne pratique ou pratique de grands groupes, avec essayer de rentrer dans le marché africain avec de la grosse infrastructure et avec des gros modes de fonctionnement à l'européenne, ne passe pas. Par contre, pour de la start-up, il y a vraiment de la place. Et après, la particularité qu'on a quand on est une start-up, c'est l'agilité, quoi. Donc, agilité, une grosse capacité à absorber, quand même absorber du risque. Donc, je pense que c'est des marchés sur lesquels il ne faut pas avoir trop peur. Il ne faut pas y aller comme un gros sauvage en se disant je vais pouvoir aller partout en Afrique. Mais il faut prendre des petits pays ou des endroits où vous allez trouver comme je disais, des partenaires ou quelqu'un avec qui collaborer, et vous faites un POC. Vous lancez un petit POC, pas un gros truc, vous fixez un budget, un petit budget pour le faire, et vous partez du principe que si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Mais en gros, vous allez quand même tester ce marché, quoi. En tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter. Merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Alors, je remercie beaucoup donc, Thomas et Boubacar pour tous ces éléments fort intéressants. Et donc, je vais laisser la parole pour annoncer le prochain événement de Sirena à Adèle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prochain événement, Adèle? Alors, le mois prochain, le 17 mars, donc chaque troisième mercredi du mois, on aura un workshop sur le pitch, donc pitch en anglais, et on aura aussi donc, un webinaire Focus Pays. Cette fois-ci, ce sera sur le Canada, et la province du Québec, avec notre passerelle et aussi d'autres intervenants comme Québec International et le camp, et le camp, un écosystème sur la ville de Québec. Bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous, c'était fort intéressant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, on prendra le relais auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, de Team France Export. Et puis, bien, bonne continuation, Boubacar. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut. Merci Sandrine, merci tout le monde. Merci.